C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, on connaît les 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre les miraculés Cameroun et Côte d'Ivoire, les solides Sénégal et Maroc et les surprises Mauritanie et Namibie, focus sur cette deuxième partie de compétition avec notre journaliste Elom Toblé à mes côtés sur ce plateau. Retour sur la bavure de l'armée nigérienne le 5 janvier dernier. Ce jour-là, des civils ont été tués dans l'ouest du pays par l'explosion de bombes larguées par un drone. Et jusqu'aujourd'hui, le nombre de victimes n'a pas été communiqué par les militaires au pouvoir. Reportage dans ce journal. Enfin, on ira au Kenya où une entreprise a mis en place une formation aux premiers soins destinés aux familles les plus modestes. L'objectif, lutter contre la précarité sanitaire dans un pays où se soigner reste un luxe. Après un premier tour qui a tenu toutes ses promesses avec 89 buts marqués en 36 matchs, on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre favoris, surprises et miraculés, on en parle tout de suite avec Elom Toblé, notre journaliste. Bonsoir Elom. Bonsoir. Comme je le disais, il y a de nombreuses surprises dans cette Coupe d'Afrique, la Mauritanie, mais aussi la Namibie. Exactement, c'est la révolte des petits, Khalidou. Finalement, ces équipes contre très de petites équipes, sans leur faire injure, parce que finalement, quand on voit au niveau des résultats, ces petites équipes, c'est elles qui ont ramené ce piment dans ce premier tour. On prend la Mauritanie, par exemple, dans le groupe D, qui a surpris tout le monde avec cette victoire face à l'Algérie. Elle élimine l'Algérie et surtout, elle passe au tour suivant. C'est ce qui est jamais vu pour cette équipe-là. Meilleur troisième, finalement, c'est un système de qualifier le meilleur troisième profite à ces petites équipes-là, entre guillemets. C'est le même cas aussi pour la Namibie, les Brave Warriors, avec des joueurs qu'on découvre, dont Dion Otto, le milieu offensif gauche, qui tire très bien les coups de pied arrêtés, qui permet à son équipe justement de garder le ballon. Il leur a fait beaucoup de bien. Ils ont battu la Tunisie au premier match. Match nul avec le Mali, malgré la gifle qu'ils ont reçue face à l'Afrique du Sud. C'est des équipes qui savent ce qu'elles sont venues faire, qui sont très appliquées, qui jouent leur jeu crânement, fièrement, face aux grands, face aux gros, et ça passe, et ça se passe très bien pour eux. Et vous parlez des gros, parmi les favoris, il y a bien sûr le Sénégal, qui a rempli son statut de favori dans la phase de poule. Seule équipe à avoir remporté les 3 matchs, mais on a l'impression que face à une Côte d'Ivoire blessée qui doit se racheter face à son public avec un nouvel entraîneur, les Sénégalais doivent se montrer méfiants peut-être. Exactement. Je sais que vous êtes très fiers de cette équipe du Sénégal, Khalidou, qui est la seule à avoir remporté ces trois matchs. Mais ce n'est pas un cadeau de récupérer la Côte d'Ivoire. Parce que, honnêtement, la Côte d'Ivoire est le vrai miraculé de ce premier tour. Parce que sans cette victoire du Maroc hier, la Côte d'Ivoire ne serait plus là. Et donc, du coup, hérité de cette équipe de Côte d'Ivoire, qui vient de changer d'entraîneur, puisque finalement, Jean-Louis Gasset a été remplacé en cours de route. Donc, on s'attend à un sursaut des Ivoiriens qui savent qu'ils viennent d'avoir une deuxième chance inespérée. Et donc, ce n'est pas un cadeau pour cette équipe du Sénégal. Même si elle est sûre de ses forces, elle a l'air au top, on va dire, autant au milieu que défensivement, même Sadio Mané qui a commencé cette compétition un peu plus doucement à marquer, on a l'impression que tout le monde est en confiance. Mais les Ivoiriens sont une bête blessée et comme on dit souvent, le second tour, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et donc, cette nouvelle compétition, il faudra faire attention. Donc, pour pouvoir passer ce cap qu'est la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas chose facile. Et de toute manière, si on regarde le tableau des autres matchs, finalement, ce premier tour ressemble à peu près à ce que va nous donner aussi les huitièmes de finale, puisque à chaque fois, on a des chocs entre petits parfois et des chocs entre gros. Rien que la première journée, le samedi, on commence par Angola-Namibie. 2 équipes qu'on n'est pas habitué à voir à ce stade-là de la compétition. Et juste derrière, on a quoi comme choc? Nigeria-Cameroun. 8 Coupes d'Afrique des Nations à eux 2. Donc, c'est 5 pour le Cameroun, 3 pour le Nigeria. Donc, c'est des chocs comme ça qu'on va avoir pour le prochain tour. Mais, vous savez quoi? Ça nous promet toujours autant de piquant parce que ces équipes, elles jouent crânement leur chance. Et donc, c'est ce qui fait la beauté de la CAN. On a encore d'autres matchs qu'on peut voir. Nigeria-Cameroun, j'en ai parlé. Le Cap-Vert et la Mauritanie, c'est un match qu'on a envie de voir entre ces Cap-Verdiens. La Mauritanie qui a éliminé l'Algérie. Qui a éliminé l'Algérie. Et pareil, le Cap-Vert qui est l'une des équipes sensations de ce premier tour en termes de jeu. On attend vraiment ce match-là. Même le Maroc-Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a une base avec des joueurs qui n'évolue que sur le continent, mais qui finalement produit un jeu assez carré aussi, assez intelligent. Et donc, face au Maroc, qui
a aussi bien mené sa barque ce premier tour. On attend de voir ce choc-là, ce que ça va produire. Donc, on n'a que de très belles affiches et on va se régaler au prochain tour. Très rapidement, Elom, et je vais vous demander de vous mouiller, pas vous de donner le vainqueur de la Coupe d'Afrique, mais pour vous, quelle sera la finale? Ça va être compliqué. Honnêtement, je n'ai jamais été autant dans le brouillard. Sans parti pris, j'ai jamais autant été dans le brouillard parce que chaque équipe, sur cette phase d'élimination directe, j'ai l'impression que chaque équipe peut vraiment passer. Le Cameroun peut se retrouver facilement en finale. Et pareil pour la Côte d'Ivoire. Donc finalement, c'est très compliqué de voir et de lire les prochaines affiches. Merci beaucoup, Elom, et on continuera de suivre la Coupe d'Afrique sur France 24. Au Niger, on s'arrête au Niger, c'était le 5 janvier dernier. Des bombes étaient larguées par l'armée nigérienne dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, tuant des civils. Dès le lendemain, les militaires au pouvoir reconnaissaient une bavure sans toutefois préciser le nombre de victimes. Un triste drame qui relance la question des victimes collatérales des conflits armés, rarement au cœur des débats autour de la lutte antiterroriste. Voyez ce reportage. Quelques semaines après le drame de Tiawa, dans lequel plusieurs habitants du village ont été accidentellement tués par des militaires, la population reste endeuillée. Dans la région de Tillabéri, et malgré cette bavure, la majorité de la population soutient l'armée, car elle représente pour les habitants le seul rempart face aux groupes armés terroristes. Mais souvent, les morts civiles occasionnées par les soldats sont passées sous silence, selon plusieurs mouvements citoyens, et les compensations aux familles de victimes sont régulièrement qualifiées d'insuffisantes par les Nigériens. La junte militaire au pouvoir dans le pays depuis juillet dernier a choisi d'admettre la bavure à travers un communiqué publié dès le lendemain du drame, sans pour autant préciser le nombre de morts. Aujourd'hui, même les partisans exigent des réparations conséquentes. Ces gens-là, il faut quand même les dédommager, les prendre en charge à vie, c'est des enfants. Il faut assurer leur éducation, leur réinsertion pour certains, parce que c'est des gens qui ont tout perdu, même les blessés qui étaient là. Ils avaient tout perdu dans le village. Donc il faut quand même les accompagner. Ils ont besoin de l'accompagnement du gouvernement. Nous avons demandé à l'armée de redoubler plus de vigilance pour que ce type d'erreurs ne se reproduisent plus. Le gouverneur de la région de Tillabéri s'est depuis rendu dans la zone du village de Tiawa pour rendre hommage aux victimes du 5 janvier dernier et distribuer des vivres aux habitants endeuillés du secteur. Jusqu'à présent, aucune précision supplémentaire n'a été livrée sur les circonstances du drame. En bref, et dans le reste de l'actualité, au Nigeria voisin, au moins 55 personnes ont été tuées lors de 2 nouvelles attaques mardi et mercredi dans l'état du Plateau, situé dans le centre-nord du pays. Selon des responsables communautaires, des lieux de culte et des maisons ont été incendiés et saccagés. L'état du Plateau, où près de 200 personnes avaient été tuées à Noël dans des violences intercommunautaires. En République démocratique du Congo, les combats s'intensifient entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est du pays, avec des victimes. Dans la ville de Mweso, un obus a touché une zone résidentielle, provoquant la mort de plus d'une dizaine de personnes selon des témoins sur place. L'origine du tir n'est toujours pas déterminée. Depuis lundi, une offensive a été lancée dans cette même ville par les forces armées de la République démocratique du Congo. Enfin, au Burkina Faso, l'avocat et coordinateur du mouvement politique Sens, Maître Guy Hervé Kam, a disparu. Dans un communiqué publié ce jeudi, son parti dénonce un enlèvement par des hommes en civil dans la nuit de mercredi à jeudi à l'aéroport de Ouagadougou. Guy Hervé Kam est connu pour avoir été l'avocat de la famille de l'ex-président Thomas Sankara. Et on vient de l'apprendre dans un communiqué lu à la télévision nationale par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Le Mali annonce mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Afrique du Sud, 2 nouveaux partis d'opposition ont rejoint le MPC, une coalition politique qui compte désormais 10 partis. Une telle alliance est inédite en Afrique du Sud. L'objectif, concurrencer l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela au pouvoir depuis 30 ans, lors de la prochaine présidentielle. La correspondance de Flore Monteau.
Ils sont maintenant 10, dont l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, à avoir rejoint le MPC, la charte multipartite, mouvement créé au mois d'août, et se sont réunis pour la première fois de l'année, aujourd'hui, à Durban. Une réunion au terme de laquelle ils ont pu présenter leur programme économique et appeler à voter contre l'ANC à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu entre le mois de mai et d'août de cette année. Dans l'histoire politique de l'Afrique du Sud, il n'y a pas de parti capable de prendre le pouvoir et de gagner face à l'ANC, bien que ce dernier soit en déclin. Ce qui est possible, c'est que les partis d'opposition s'unissent et s'attaquent collectivement à l'ANC. Alors que l'ANC affaiblie pourrait cette fois ne pas dépasser la barre des 50% de vote, le MPC, lui, pourrait, selon certains sondages, obtenir plus de 30% des voix. Alors on termine au Kenya où, comme dans de nombreux pays du monde, se soigner coûte cher. Sans surprise, les familles les plus pauvres sont les plus touchées. Et pour combattre cette injustice sociale, une entreprise kenyane a mis à disposition de ces familles une formation aux premiers soins. Le récit de Clarisse Fortuné. Faire une prise de sang, prendre la tension ou la température, de simples gestes médicaux que cette infirmière enseigne à la fille de sa patiente atteinte de démence, d'hypertension et de diabète. Pendant nos visites, nous formons le parent qui souhaite devenir le principal soignant sur la façon de vivre la vie du patient, comment prendre la tension artérielle, la température et le pouls. Nous les conseillons également sur le régime alimentaire et sur les éléments à surveiller chez le patient, comme les signes et symptômes de tout ce qui pourrait être grave et nécessiter des soins médicaux urgents. Une formation ciblée pour les aidants familiaux qui doivent souvent faire face à des soins médicaux très onéreux. Au Kenya, une visite à l'hôpital peut coûter en moyenne $150 par jour. À l'origine de cette initiative, Naum Monari, à la tête d'une entreprise sociale qui fournit des soins de santé à domicile. Ce que nous faisons depuis 5 ans, c'est réduire le coût des soins de santé pour les patients atteints de maladies chroniques et leurs familles. Et nous avons pu y parvenir en construisant un vaste réseau de professionnels de la santé et en les connectant au domicile des patients afin qu'ils puissent fournir des soins abordables dans le confort du domicile du patient. Nous comprenons également que c'est très compliqué pour d'autres familles qui vivent avec moins $1 par jour. Nous avons donc introduit un service de formation des aidants familiaux, en particulier dans les zones rurales. Si les besoins médicaux du patient sont importants, le personnel soignant de Benecare peut se rendre quotidiennement à domicile. Mais après avoir stabilisé le patient et formé l'aidant principal, les visites deviennent alors hebdomadaires. Un soulagement pour les nombreux ménages kényans qui doivent consacrer la plus grande partie de leurs revenus à la santé. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite Anthony Saint-Léger pour Paris Direct. Restez sur France 24, l'info continue.